Alors du coup, je vais aborder la thrombose veineuse avec vous allez voir, je voulais échanger avec vous là sur ce que j'ai pu observer là chez certains patients. Déjà sur les thromboses veineuses, comme on le sait tous, c'est quand on a un patient qui vient avec une OVCR, le pronostic est toujours très très compliqué puisqu'on voit des fois des améliorations sur quelques mois, puis une réaggravation des fois 6 mois, 1 an après. Donc le pronostic est toujours très délicat. Que depuis les injections intravitréennes anti-VEGF, ça a quand même complètement changé la prise en charge. Et finalement, dans ce cadre de pathologie, où les IVT ont pris beaucoup de place, même si moi, on est plusieurs d'ailleurs à proposer la chirurgie de pelage, il faut se poser la question de l'acuité visuelle à long terme. Donc, du coup, que ce soit l'étude de la SRV ou de l'EVRS, on a vu l'intérêt du pelage de la limitante interne sur l'œdème maculaire, avec probablement un rôle aussi dans le développement du glaucome néovasculaire par le pelage de la limitante interne, ce qui est pas très bien expliqué, même si il y avait apparemment certaines voies cellulaires qui pourraient expliquer qu'il y a un effet anti-VEGF du pelage de la limitante interne. Et moi, je vais vous parler justement des cas opérés et avec un œdème maculaire qui récidive avec des acuités visuelles effondrées malgré le pelage d'une limitante interne. Déjà quand même un point de départ, c'est que on a déjà décrit là sur l'étude de la SRV que il y avait donc après pelage de la limitante interne une épaisseur rétinienne qui était en moyenne à 335 microns au niveau maculaire. Et donc on a probablement une anatomopathologie qui est différente après pelage de la limitante interne, mais pour l'instant on n'a aucun modèle où on a pu observer en microscope pour voir l'anatomopathologie de cette rétine qui a été pelée. On a suspecté une hyperplasie des cellules gliales, mais pour l'instant on l'a pas observé. Et finalement, ce qui serait intéressant après, ce serait de redécrire, que ce soit dans l'OVCR ou dans d'autres pathologies, qu'est-ce qui se passe finalement, comment les maladies se redéveloppent une fois qu'on a pelé la limitante interne. Et je pense que ça pourrait être un des sujets en tout cas qu'on pourrait avoir à la SRV ou ailleurs. Donc finalement, après ces pelages, finalement ces œdèmes, on comprend pas bien pourquoi on a des récidives des fois aussi importantes après ces pelages de limitantes. Donc, on sait bien qu'un des facteurs de risque majeurs de la thrombose veineuse, c'est l'hypertonie oculaire, ce qu'on peut retrouver chez beaucoup de patients, que l'utilisation de prostaglandine peut également être responsable d'un œdème maculaire, surtout quand il y a une fragilité au niveau de la macula. Tous les problèmes de sténose carotidienne, d'hypertension artérielle, d'apnée du sommeil vont jouer également un rôle dans la thrombose veineuse. Avec un facteur rhéologique là que j'ai mis, c'est vrai ça fait aussi partie d'un des facteurs qui peut jouer sur la thrombose. Et donc finalement, une fois qu'on a opéré ces malades de limitante interne, une des questions que je me suis posée, est-ce qu'il n'y aurait pas une sensibilité accrue à l'hypertonie oculaire dans ces œdèmes maculaires ou aux prostaglandines. Et donc c'est ça qui est vraiment j'accepte que ça paraît complètement fou, mais finalement j'ai opéré de chirurgie filtrante des patients qui avaient en fait une récidive d'œdème maculaire alors qu'ils avaient un tonus équilibré sous collyre. Et donc mon indication c'était vraiment échec récidive de l'œdème maculaire sur les thromboses veineuses. Et donc je vais vous parler du cas d'une de ces patientes là. Donc c'est une patiente de 74 ans qui avait une thrombose veineuse en 2018, qui avait été traitée en région parisienne avec 5 Ozurdex. Et puis quand elle est venue, je lui ai dit écoutez, moi j'ai une autre technique, vous allez voir ce que vous allez voir. On va proposer la chirurgie et vous allez voir, ça va aller mieux. Donc on attend 4 mois. On avait déjà discuté pour qu'il n'y ait plus d'effet anti-inflammatoire et que la chirurgie puisse avoir cette action pro-inflammatoire. Donc j'attends. Donc effectivement, sa vue, dès qu'on est à 4 mois, la vue chute. Donc je me dis,
c'est bon, on va y aller, on va l'opérer. Donc, à 2 mois, la patiente est ravie, 8/10, et je me dis, super. Et puis, voilà, 3 mois après, l'œdème récidive, et la patiente, du coup, ne voulait plus entendre parler de chirurgie, parce que c'est vrai que j'avais pas évoqué avec elle le risque de récidive, et donc, là, la confiance avait été un peu blessée. En sachant que chez cette patiente, il y avait une obésité, qu'il y avait une apnée du sommeil non appareillée, qu'elle avait un glaucome qui était traité par prostaglandine, donc elle avait un peu tout pour faire une récidive d'œdème maculaire. Et donc, elle dit, moi, les piqûres, ça marchait, reprenez les piqûres. Donc, on prend les IVT. C'est vrai que là, c'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez que voilà, ça, c'est rien de nouveau. Hein. Et du coup, au bout de, enfin ça dure pendant 2 ans. Donc j'essaye d'arrêter les prostaglandines, je la mets sous Diamox, et là déjà j'ai une petite amélioration. Et donc chez elle, je me dis, on va essayer de la sevrer en collyre hypotonisant, et je vais faire une chirurgie filtrante. Donc là je vous montre, c'est vrai que une des raisons pour lesquelles je vais avoir peut-être la chirurgie filtrante plus facile, c'est que le PreserFlow, qui est un nouveau dispositif pour la chirurgie glaucome, pour moi est vraiment là, on n'a pas demandé les liens d'intérêt, je n'ai pas d'intérêt avec avec PreserFlow, mais c'est vrai que c'est une avancée spectaculaire, puisque vous avez des complications d'hypotonie, mais qui n'ont rien à voir avec la chirurgie filtrante qu'il y avait auparavant. Parce qu'en fait, le biomatériau, c'est le même qu'on utilise pour les stents cardiaques. Donc c'est un petit stent, je crois que la lumière elle fait 80 microns, et vous allez mettre ça un peu comme une valve d'Amet, sauf que c'est beaucoup plus petit. Vous créez le tunnel, vous le mettez, vous voyez là, à distance. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez une filtration qui est plus postérieure. Donc du coup, on peut mettre de la mitomycine plus concentrée, parce qu'il y a moins d'effet au niveau du limbe. Donc c'est quand même mieux toléré. Et donc voilà. Et donc chez cette patiente, c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez que en préopératoire, elle avait une épaisseur à 450 microns avec une acuité visuelle à 3/10. Alors c'est un petit peu les mêmes. C'est vrai que là où ça pêche pour la chirurgie, c'est que c'est lent. Donc c'est le volcan, c'est plutôt l'Auvergne. C'est-à-dire que les améliorations, un peu comme le pelage de limitante interne, ça met beaucoup de temps pour s'améliorer. Et donc vous voyez qu'à 1 mois, elle est déjà un petit peu mieux. On a perdu le DSR, mais il y a toujours encore un œdème. Et puis à 4 mois, on a même une atrophie, parce que comme on a vu à la SRV, l'épaisseur moyenne c'est 330 microns, donc là on a un petit peu moins, donc probablement qu'elle doit avoir une atrophie. D'ailleurs on voit, vous voyez qu'il y a des logettes là au niveau de la rétine ici. Donc on est avec une acuité visuelle, oui, qui remonte. Donc elle, je crois que je l'ai revue là il y a 2 mois, elle reste entre 5 et 6/10. Mais c'est stable, c'est-à-dire qu'elle n'est plus injectée. Et donc, alors pourquoi ça marche là, il y aurait plein d'hypothèses. Hein. Est-ce que c'est le fait d'avoir arrêté les prostaglandines? Est-ce que c'est le fait d'avoir un lissage de la pression intraoculaire, parce que quand on les opère de filtrance, on n'a plus les à-coups qu'il peut y avoir avec les collyres? Est-ce qu'on améliore la perfusion rétinienne et choroïdienne en ayant une pression intraoculaire plus basse? Est-ce que voilà, écoutez, j'ai pas de réponse. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Et finalement, sur 12 patients que j'ai fait, j'ai eu un échec en fait, parce que j'ai eu un échec de la filtrante. Donc du coup, j'avais repris en fait ça. En fait, ça n'a pas marché. Du coup, lui, je lui avais proposé une valve d'Amet. C'est un patient jeune qui a eu une thrombose veineuse sur un accident de déshydratation et en fait, il veut plus entendre parler de chirurgie. Donc voilà. Donc ça, c'était un échec sur l'échec chirurgical. Et donc voilà. Donc c'était pour avoir ça en tête, que probablement qu'il y a un rôle au niveau de la pression intraoculaire sur cette récidive d'œdème maculaire qui, encore une fois, est pas bien expliquée. Et je pense que les questions là aujourd'hui que je me pose, c'est quand est-ce qu'il faut le proposer? Est-ce que par rapport au laser, à la PPR, quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que enfin voilà, est-ce que il y a des cas où c'est contre-indiqué? Est-ce qu'il faut le faire avant ou après la chirurgie de vitrectomie? Enfin tout ça, c'est des questions que je me pose, mais auxquelles j'ai pas de réponse.
Sur la physiopathie de l'efficacité de ton traitement, à mon avis, c'est que tu augmentes ta clairance des facteurs inflammatoires, c'est-à-dire qu'avec tous tes collyres, soit tu as la prostaglandine qui est un peu pro-inflammatoire, mais c'est surtout tu agis sur la diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse. Et du coup, là, en restaurant une humeur aqueuse, enfin une production d'humeur aqueuse un peu normale, et en augmentant ta clairance, tu dois avoir moins de facteurs inflammatoires au niveau de ta cavité vitrine. Oui, peut-être, ouais. Et là, comment t'expliques dans ce cas-là que le Diamox ait marché? Le Diamox, ça diminue. Ce qui est intéressant, effectivement, avec le Diamox. Le Diamox, ouais, ça a marché sur l'œdème ou ça a marché sur la tension? En fait, c'est ça. Je pense que c'est une question à se poser. Il y a d'autres œdèmes pour lesquels on traite par du Diamox. La question, est-ce que le Diamox agit par baissant la tension sur l'œdème? Ou est-ce que c'est un rôle sous les pompes, etc.? C'est intéressant. Ouais. Tu vois, dans les RP, des fois, on met du Diamox. Chez les patients jeunes, ça marche, mais est-ce que le fait de baisser la tension? Et t'as pas pu faire baisser la tension avec, je sais pas, comment ça s'appelle, de l'alcool, bêta-bloquant et acétazolamide. En fait, justement, c'est que il y a la moitié des patients chez qui, justement, j'essaye de les sevrer en prostaglandine. Et donc, ils avaient juste, une bithérapie avec bêta-bloquant et acétazolamide. Et malgré ça, ils avaient quand même, un œdème. Et, donc, probablement que la prostaglandine, ça joue aussi un rôle, hein, mais c'est pas, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Dans ce cas-là, ça vaudrait peut-être le coup de voir comment ils réagissent après du SLT. Parce que pour le coup, on n'agit pas sur la diminution de la sécrétion d'humeur aqueuse, on agit sur l'amélioration de la filtration. Donc tu restaures sûrement un plus grand turnover si l'hypothèse de Thibault s'avère exacte, et tu te fais moins flipper que sur une chirurgie filtrante. Alors c'est vrai que moi j'ai pas tellement d'expérience sur le SLT, et j'ai des retours. Tu vois, quand t'as des yeux inflammatoires, justement, c'est vrai que moi, ceux que je vois au cabinet, c'est des gens qui sont à bout de course, en fait. Ils ont souvent des glaucomes très avancés. Donc c'est vrai que je serais plus frileux sur faire du SLT sur des yeux pathologiques comme ça. Mais peut-être que j'ai tort, hein. Tu l'as quand même jamais fait chez des non-glaucomateux. De quoi la chirurgie filtrante? Non, ils avaient toujours des collyres. Non, ils avaient toujours des collyres. Mais honnêtement, je me posais la question. Tu vois, c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui, peut-être à 12 par rapport à 20, enfin, sans qu'ils aient le glaucome. Je sais que t'es assez fou pour le faire, donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais après, sur la physiopathe, je posais la question, est-ce que, tu vois, il y a aussi de la plasmaphéresis qui peut marcher dans les œdèmes, sur le coup, sur la phase aiguë. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous orienter? Sur la physiopathe, le fait de diminuer l'hématocrite, ou peut-être la pression veineuse. Ça, c'est plus ce facteur rhéologique, du coup. Oui. Ouais. Est-ce que le fait de baisser ta pression, tu joues aussi quelque part sur les contraintes rhéologiques? Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est vrai que tu dois avoir un écrasement des parois vasculaires, comme la pression veineuse, elle est plus basse. Peut-être que tu joues sur ces facteurs rhéologiques. Un équilibre, effectivement, un peu plus bas. Non, mais sur la physiopathologie, c'est vrai, je me rends compte, hein, que c'est un peu, c'est assez atypique, hein, mais du coup, je pense que ce qui manque aussi là, c'est de l'imagerie. Tu vois, c'est de l'imagerie pour avoir, parce que j'ai les angios avant chirurgie, et il faut que je fasse les angios maintenant. Tu vois, là ces cas-là, je vais les reprendre, je vais faire les angios. Ce qui est sûr, c'est que la pression sur la lame criblée a une action, vu l'efficacité de la RON. Ouais. Moi, j'ai Guy qui en a fait, j'en ai vu, c'est spectaculaire. Si. C'est mais toi, tu fais que ça. La patiente, je lui avais proposé ça, en fait. Elle avait refusé. Tu sais, le cas que j'ai présenté, je lui avais proposé de faire ça, et elle voulait pas. Donc, mais ouais, c'est sûrement que ça, tu joues aussi là-dessus, sur l'écrasement des parois à l'entrée des vaisseaux dans la lame criblée. Est-ce que tu considères que le fait de passer par le Diamox, c'est comme un sort de test diagnostic d'efficacité, pour dire est-ce que je baisse assez, je sais pas. Écoute, non. Non, mais est-ce que Après, le problème du Diamox, c'est que tu vas jouer à la fois sur la pression intraoculaire, tu vas jouer sur les mécanismes, tu vois, des cellules de Muller, et tu vas jouer sur la pression intracrânienne, qui peut jouer, tu vois, donc tu joues sur les trois facteurs, donc t'as tellement de biais et de facteurs confondants, je pense que le Diamox, toi, tu peux pas en dire grand-chose, quoi. Qu'un petit SLT... moi, je suis assez d'accord avec Alice, le SLT, c'est vraiment essayer. Hein. Et l'histoire de l'inflammation, si t'as vraiment peur d'avoir des yeux trop inflammatoires, tu fais ton SLT en 2 fois. Des demi-limbes, quoi. Comment on dit? Des demi-trabéculums, quoi, la moitié à moitié. Moi, j'en fais beaucoup de SLT,
dans des postes. Ouais, bah, faudrait que tu me... Une étude à faire avec deux Ouais. bras, SLT. Non, parce qu'on discute rarement de ce genre de choses. Moi, je fais beaucoup de SLT dans des cas comme ça. Dans des cas comme ça, bah voilà. Ouais. Et ça marche sur le DEM? T'as regardé ça ou pas? Je te dis souvent, ils ont d'autres trucs. T'as pas que le SLT, tu fais pas que ça. Parce que tu vois, si tu reprends l'hypothèse de Thibaut, là, t'es quand même pro-inflammatoire. Enfin, après, une chirurgie filtrante, c'est inflammatoire aussi. Moi, c'est souvent des patients qui restent sous un quart de Diamox, un quart de comprimé 4 fois par jour, plus un Costec, là, à vie quasiment, quoi. Ouais. Ils ont depuis 2-3 ans. Mais ils sont bien comme ça. En Donc, tout cas, surtout devant l'assemblée de rétinologues, là, je pense qu'il faut avoir conscience que pour les glaucomatologues, à partir du moment où nous, on aura fait une vitrectomie, ils seront extrêmement frileux pour faire une chirurgie filtrante. Parce qu'en fait, s'il y a plus de vitré et qu'il y a un décollement choroïdien, c'est déjà c'est pas eux qui vont le gérer, et c'est vrai que il y aura pas le tamponnement du vitré qui va quand même éviter que ça se touche, quoi. Donc voilà, je pense que enfin, il y a des cas où vous voyez bien, hein, même sur des yeux qui ont eu des glaucomes, c'est pas mal, qui ont été opérés à nombreuses reprises en rétine, c'est pas mal de savoir faire des filtrantes, parce qu'en fait, vous savez gérer la complication. Au pire, vous avez un décollement choroïdien, bon bah, on a vu là, c'est... Juste, j'ai une question. Les patients qu'on t'adresse, quand ils ont eu une angio, c'était de l'ultra grand champ qu'ils avaient en général ou pas? Parce que je trouve que moi maintenant, sur les patients à qui j'ai proposé d'enlever la limitante interne, il y en a pour qui j'ai fait une angio ultra grand champ maintenant qu'on l'a au cabinet. Et en fait, je retrouvais de la petite ischémie périphérique, et je me suis demandé a posteriori si en fait c'était pas ça qu'entretenait l'œdème tout simplement. Ah si, bah, non, mais bien sûr. Alors après, c'est vrai que nous, toi, on avait, en tout cas, cette rétine antérieure, elle est fondamentale. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire, toi, ça en cryo. Souvent, des fois, même mes indications, c'est quand ils dilatent pas bien, qu'ils ont eu un peu à un moment, soit un GNV, soit un iris qui dilate pas bien. Des fois, je fais juste de la cryo antérieure et une IVT et basta, tu vois. Donc, mais t'as raison, c'est sûr que c'est la première chose à regarder, hein. Avant d'aller partir dans des choses compliquées.